Comment sont nés les grands ensembles? Des barres, des tours construites, surtout dans la banlieue française. Tout d'abord, quel était le but principal de la construction des grands ensembles et à quelle époque ça s'est passé? Après la guerre, oui, dans les années 50, il y avait cette demande de la population française qui augmentait, mais aussi les immigrants. Alors, il fallait rapidement trouver une solution pour loger tant de personnes. Et tout à coup, ils ont découvert quel architecte a eu l'idée de construire donc des bars et des tours comme ça. Le Corbusier, que nous voyons beaucoup au Brésil, n'est-ce pas? Mais il parle d'un autre architecte. Comment il s'appelle? L'architecte qu'on dit que l'architecture parisienne est basée sur cet architecte qui était d'ailleurs un ancien préfet de la ville, Haussmann. Donc on dit que l'architecture parisienne, elle est haussmannienne, c'est-à-dire elle a plein de détails, plein de choses et très différent de l'architecture de Corbusier. Qu'est-ce qu'on a eu tout de suite? Dans Paris, un type d'architecture et en dehors de Paris, dans les banlieues, les tours avec une architecture de Corbusier. Et quel était le but principal donc? Parce qu'ils ont dit, bon oui, il faut du logement pour tant de gens qui n'ont pas où habiter. Mais quelle était l'idée de construire autour de ces tours, de ces grands ensembles? Qu'est-ce qu'ils voulaient construire? Des centres indépendants. Et qu'est-ce qu'il y aurait dans ces centres? Tout, les écoles, le commerce, les transports en commun. Ça, c'était l'idée. Et tout était nouveau, les bâtiments, ils étaient neufs. Mais est-ce qu'ils ont vraiment construit tous ces centres, les écoles, les parcs, toutes ces idées, elles ont été vraiment faites? Pas bien marché. Ils n'ont pas fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait des grands tours, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes qui habitaient, mais où les écoles étaient loin, le travail était loin, le commerce était loin, il n'y avait pas de transport en commun. Donc là, à un moment donné, le texte parle de la promiscuité. Alors pourquoi tu imagines que dans ce type de lieux, à l'époque, donc dans les années 60, 70, ça commençait à avoir beaucoup de promiscuité dans ces régions? Parce que les personnes n'avaient rien à faire. Elles n'avaient rien à faire. Donc quand on parle de l'usage des drogues, par exemple, c'était les seuls divertissements que les jeunes avaient. La promiscuité, enfin, ils glandaient toute la journée. En plus, au début, les bâtiments ils étaient tout neufs, magnifiques, mais après, il y a eu une dégradation normale avec le temps, sans maintenir, sans faire de travaux d'amélioration. Donc, on a vu une décadence des bâtiments qui étaient magnifiques. On a vu aussi une décadence structurale de la société. Il n'y avait rien à faire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, soit on détruit ces bars, on appelle donc ces tours, ces bars, ces grands ensembles, la cité, soit ce sont des lieux qui sont bannis. Et quand on dit la banlieue, on parle d'un lieu qui est banni. La société exclut d'une certaine manière ces personnes et ces personnes se sont exclues. Et je vais un peu loin. Quand on parle par exemple du verlan ou des argots, du langage de la banlieue, bon, la banlieue, elles se sont exclues et d'un côté, elle crée son propre langage pour faire un ghetto aussi, pour exclure la société qui les a exclus tout d'abord. Donc, il y a une relation énorme quand on parle d'architecture, de culture, de langue, qui est vraiment magique. Moi, je trouve magique. Je trouve ça incroyable. Donc, comment le parler des cités, on dit le parler des cités, est influencé par la localisation géographique, par le manque d'infrastructures locales, et tant d'autres choses. C'est un débat assez profond, non?